Bonjour tout le monde, bienvenue à cette journée de consultation sur le maintien de l'autonomie en Outaouais. Nous avons le plaisir de recevoir Anne Plourde, politologue, chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. On le sait, la commissaire à la santé et au bien-être constate qu'au Québec, il y a sous-financement du soutien à domicile par rapport au reste du Canada et à plusieurs pays occidentaux et donc que le système québécois n'est pas soutenable financièrement. On peut donc se demander, Anne-Claude, pourquoi est-ce le cas et comment est financé le soutien à domicile au Québec? Oui, la première chose à dire, c'est que c'est vrai qu'il y a un sous-financement du soutien à domicile au Québec. Je prends la peine de le dire parce que les conclusions de la commissaire ont été un peu contestées là, par la ministre des Aînés au moment de la publication de son rapport. Donc, mes propres travaux permettent de constater il y a effectivement un sous-financement du soutien à domicile au Québec. Il y a aucun gouvernement qui a consenti à faire les investissements massifs qui seraient nécessaires pour réussir le virage vers le soutien à domicile depuis 50 ans. Et c'est d'ailleurs la raison principale qui explique que le virage promis depuis très longtemps vers le soutien à domicile n'a jamais eu lieu. En fait, au Québec, il y a un sous-financement des soins de longue durée en général. Donc, des soins de longue durée qui incluent les services d'hébergement et le soutien à domicile. Et ça, on le constate quand on voit que le Québec, c'est une des populations les plus vieillissantes au monde et donc une des populations avec les besoins les plus importants. Mais le Québec est aussi sous la moyenne de l'OCDE pour la proportion de son PIB qui est consacrée au financement des soins de longue durée. En ce qui concerne plus spécifiquement le financement du soutien à domicile, il y a quand même eu une augmentation des investissements au cours des dernières années. Là. Ça, il faut effectivement le reconnaître. Et ça fait que le Québec consacre désormais près de 40% du total de ses dépenses en soins de longue durée pour le soutien à domicile. Donc ça, c'est une proportion qui est quand même importante. Mais puisque les dépenses en soins de longue durée sont faibles, ben le financement dans le soutien à domicile reste largement insuffisant pour répondre aux besoins. Malgré les investissements des dernières années, en 2023, on répondait à la plupart des besoins en hébergement, mais on répondait à peine en fait, on répondait à moins de 11% des besoins pour les personnes à domicile. En 2023, les dépenses publiques en soutien à domicile ont atteint un peu moins de 3 milliards de dollars. Si on dépensait autant que les pays scandinaves, par exemple, en proportion de notre PIB pour le soutien à domicile, on investirait entre 7 et 11 milliards de dollars. Donc, on voit qu'on est très loin des pays qui font le mieux au monde à cet égard-là. Euh, sur ce 3 milliards-là qui a été investi en 2023, il y a un peu plus de 2 milliards qui a servi à financer des services pour des personnes dont les besoins ont été évalués par une professionnelle ou un professionnel des établissements publics. Mais il faut savoir aussi qu'il y a plus du quart du 3 milliards d'argent public qui est investi, donc 826 millions, qui a servi à financer des services pour répondre à des besoins qui n'avaient pas fait l'objet d'une évaluation professionnelle. Et ça, ben, la plus grande partie de ces dépenses-là, là, c'est les dépenses qui sont faites dans le financement du crédit d'impôt pour le maintien à domicile des aînés. Et ça, c'est un crédit d'impôt qui est finalement empoché presque entièrement par les résidences privées pour aînés. Il y a une partie aussi de ce financement-là qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation professionnelle, qui a servi à financer le programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique, le PEFSAD, qui subventionne l'aide à domicile qui est offerte par les entreprises d'économie sociale. Donc, il y a plus qu'un quart du 3 milliards qui a servi à financer des services sans évaluation professionnelle des besoins. Sur le 2 milliards d'argent public qui a servi à financer des services avec évaluation professionnelle des besoins, il y a une part importante qui a servi à financer des services qui n'ont pas été donnés par les employés des établissements publics, mais pour financer des services qui ont plutôt été sous-traités au secteur privé. En aide à domicile de longue durée, euh,
Actuellement, là, c'est moins de 13% des heures qui sont données par les employés des CLSC. Il y a un peu plus du tiers des heures qui sont données par des employés du chèque emploi-service. Et il y a plus de la moitié des heures qui sont données par des fournisseurs privés, qui sont principalement les résidences privées pour aînés et les agences de placement, de personnel. Donc, le sous-financement public des soins de longue durée en général et du soutien à domicile en particulier a aussi pour conséquence que, à côté de ce financement public-là du soutien à domicile, il y a aussi un financement privé des services qui sont pourtant supposés être accessibles gratuitement quand les besoins sont attestés par une évaluation professionnelle. Le financement privé des services, ça veut dire que parce que les gens sont incapables d'accéder aux services dont ils ont besoin dans le secteur public, ils vont être obligés de payer de leur poche pour s'acheter des services dans le marché privé. Au Canada, les ménages au Canada vont consacrer en moyenne 29% de leurs dépenses privées de santé à l'achat de soins de longue durée. Ça, c'est une des proportions qui est les plus élevées des pays de l'OCDE. En fait, le Canada arrive au quatrième rang sur 32 pays de l'OCDE en ce qui concerne là, les montants consacrés à l'achat de soins de longue durée sur le marché privé. On peut estimer qu'au Canada, ça représente 3,2 milliards. Au Québec, en fait, on peut estimer que ça représente 3,2 milliards de dollars par année consacrés à l'achat de soins de longue durée, ce qui représente 840 dollars par ménage en moyenne, là. Et faut comprendre évidemment que c'est pas tous les ménages qui achètent ce type de service-là. Donc, le sous-financement des services se traduit aussi par le fait que les gens doivent dépenser de leur poche des sommes très importantes pour s'acheter des services. Merci, Anne Plourde. Donc, on l'a vu, sous-financement public, le rôle du chèque emploi-service, de la fiscalité, des mesures fiscales et aussi des dépenses privées par les individus, les ménages. Donc, parmi là, ces divers modes de financement-là en soutien à domicile, lesquels sont plus efficaces et équitables? Oui, ben on peut dire en fait que le mode de financement qui est le moins équitable et qui est le moins efficace, c'est certainement le financement privé des services, donc le financement qui vient directement de la poche des ménages pour l'achat de services sur le marché privé. Quand ce sont les gens qui doivent payer pour acheter des services, ben évidemment l'accès va être déterminé par les moyens financiers et non pas par les besoins. Et on sait que très souvent, ce sont les gens qui sont les plus défavorisés sur le plan socio-économique qui vont avoir les plus grands besoins. Donc, le financement privé des services, c'est vraiment celui qui produit l'allocation des ressources la moins équitable et la moins efficace. Ensuite, je dirais que le crédit d'impôt pour le maintien à domicile des aînés arrive probablement en deuxième place des modes de financement les moins équitables et les moins efficaces, même si c'est du financement public. En fait, ce crédit d'impôt-là, c'est des fonds publics importants qui sont dépensés pour financer des services, comme je l'ai dit, sans qu'il y ait d'évaluation professionnelle des besoins et donc sans qu'il y ait une répartition du financement en fonction des besoins. Et puisque, en plus, c'est un crédit d'impôt qui rembourse une partie des dépenses privées pour l'achat de services sur le marché privé, ben, on peut présumer que ce sont les personnes qui ont le plus de moyens financiers qui vont le plus bénéficier aussi de ce financement public-là, plutôt que les personnes qui ont les plus grands besoins. Et en plus, c'est un crédit d'impôt qui, et ça c'est très, très bien démontré, c'est un crédit d'impôt qui favorise pas vraiment le maintien à domicile. Au contraire, il va favoriser fortement le déménagement des personnes de leur domicile vers des résidences privées pour aînés qui se présentent comme des domiciles, mais qui, dans les faits, offrent une bonne part des services là, qui sont très proches des services d'hébergement. Et donc, ce sont finalement les résidences privées qui sont les principales bénéficiaires de ce financement-là. Quand le financement public est versé en fonction d'une évaluation professionnelle des besoins et que les services sont accessibles gratuitement, ça, c'est ce qui va assurer l'accès le plus équitable aux services.
Par contre, le fait que la prestation d'une large part des services qui sont financés publiquement soit sous-traitée au secteur privé, ça, c'est pas très efficace. Parce que l'expérience québécoise, les expériences internationales montrent que la privatisation des services va s'accompagner d'une dégradation de la qualité des services, une dégradation des conditions de travail, des formations inadéquates, un manque de coordination, un manque d'intégration, un manque de continuité des services. Et le résultat de tout ça, c'est que les services de soutien à domicile, parce qu'ils sont de moins bonne qualité, ne vont pas pouvoir jouer pleinement leur rôle de prévention des hospitalisations, de prévention de l'hébergement, de prévention du recours aux urgences. Ce qui est vraiment le plus efficace et le plus équitable, c'est quand on a un financement public massif du soutien à domicile et que la prestation des services est aussi publique et que l'accès est gratuit ou presque gratuit. Historiquement, ça correspond au modèle nordique des pays scandinaves comme la Suède, le Danemark, la Norvège. Leur modèle de soutien à domicile est vraiment considéré comme un des modèles les plus réussis au monde. Je l'ai dit, en proportion de leur PIB, ces pays-là dépensent jusqu'à 4 fois plus que le Québec pour financer le soutien à domicile. Mais il faut savoir que leurs dépenses totales de santé en proportion de leur PIB sont beaucoup moins élevées que celles du Québec, même si leurs systèmes de santé sont parmi les plus généreux et les plus accessibles au monde. Évidemment, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ces coûts-là de santé moins élevés qu'ailleurs, mais ce qui est clair, c'est que les investissements massifs dans le soutien à domicile font certainement partie de ces facteurs-là. Autrement dit, à moyen et à long terme, investir massivement dans le soutien à domicile, ça permet vraiment de réduire les dépenses totales de santé, et ces effets-là vont être maximisés quand on va avoir aussi une prestation publique des services et un accès le plus équitable et donc gratuit possible. Anne Plourde, politologue, chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique de la part de l'AQDR de l'Outaouais, d'Action Santé Outaouais. Merci de nous avoir éclairé sur le financement du soutien à domicile au Québec et bonne journée. Bonne journée, merci.